allumer sa caméra ou pas, Conchi? Je sais pas. Oui, c'est ça. Donc, maintenant, la caméra n'est pas indispensable. Par contre, il est important que tout le monde ait son micro coupé. Voilà, pour éviter les interférences. Et après, à la fin donc, des exposés, nous pourrons nous reconnecter de nouveau à la chaîne. Bonsoir à tous. Nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver. Vous nous suivez de France, d'Espagne, du Royaume-Uni, du Luxembourg. Milly arrive, elle va nous rejoindre, d'Allemagne, de Belgique. Voilà. Nous avons eu beaucoup de joie à préparer cette session. Vous nous voyez, la préparant derrière notre écran, nos écrans. Joie de l'amitié, bien sûr, mais joie aussi parce que cette session présentielle que nous avons dû transformer en session virtuelle nous a aidés et nous aide encore à traverser cette pandémie. Nous le savons, les circonstances restent difficiles et l'avenir est incertain. Pourtant, dans cette préparation, nous avons fait l'expérience d'être rassemblés par une même foi. Et cette foi nous dit que rien ne peut nous empêcher de croire, d'aimer, de servir, d'espérer. C'est ce qui nous a animés dans cette préparation. Et c'est aussi ça qui animait les fondateurs de l'Union européenne. C'est cette joie que nous voulons vous partager au cours de ces 5 rencontres que nous allons vivre ensemble. Bon, les mesures de prévention nous ont fait prendre la décision difficile d'annuler la session à Strasbourg. Mais nous restions convaincus que l'actualité hors norme que nous vivions renforçait l'intérêt du thème choisi, ainsi que la pertinence des questions que nous nous posions. Comment être acteur du projet européen en un moment si particulier? En quoi l'Évangile peut-il contribuer à la reconstruction d'une Europe et d'un monde post-pandémie? Quelle espérance pour notre continent dans un monde en urgence de changement? Or, la crise n'est pas nécessairement un traumatisme. Un traumatisme, c'est un événement violent qui provoque un ébranlement. Une crise, c'est plutôt l'irruption d'une situation nouvelle. Une crise révèle un changement nécessaire. La crise aide l'accouchement de ceux qui n'attendaient que le moment favorable pour venir à la lumière. On a dit que la conscience de notre fragilité, de notre petitesse, nous ouvre à plus grand que nous-mêmes. À en juger par ce qu'on lit, ce qu'on entend, il semblerait que tous, nous sommes en demande d'un profond changement de nos styles de vie et surtout d'éviter que le slogan actuel « Protégeons-nous les uns les autres » ne devienne pas «
protégeons-nous les uns des autres. Nos interventions lors de ces 5 rendez-vous se veulent des interpellations. Nous avons choisi des infos, des outils, des questions à vous partager, mais c'était pour que chacune et chacun élabore les siennes et ébauche ses propres tentatives de réponse à des questions comme celle-ci. Qu'est-ce qui, dans cette crise, va rendre mon humanité plus grande? À quel monde, à quelle Europe nos actes, nos pensées, nos engagements vont-ils donner naissance? Nous allons passer par plusieurs rendez-vous. Le premier de ce soir va nous intéresser à l'Europe, ses réussites, ses crises et ses défis. Et voilà, nous sommes heureux de pouvoir vivre ce rendez-vous après l'accord, difficile, mais quand même qui a eu lieu de la semaine passée. Donc c'est pour ce soir, et ce sera Eric et Marc qui vont nous présenter cette soirée. La deuxième soirée, la semaine prochaine, nous nous arrêterons à la question « Se faire prochain derrière des masques ». Mais oui, les masques se sont invités chez nous, en Europe, dans une culture où nous n'avons pas du tout l'habitude. Comment maintenir nos liens derrière ces masques? La troisième soirée, nous nous arrêterons à la place de l'Évangile dans la construction européenne, mais comment aussi l'Église a toute une tradition de doctrine sociale qui s'est redéployée à partir de la fin du 19e siècle en particulier, qui peut nous aider, nous servir de point d'appui pour réfléchir aux questions d'aujourd'hui et de demain. Ensuite, nous allons en quatrième soirée nous arrêter à allons-nous être des citoyens européens du je ou des citoyens européens du nous? Comment passer de l'un à l'autre? Dernière soirée, ce sera celle où justement nous aurons plus l'occasion de témoigner les uns les autres et de faire place à différents témoins sur notre espérance en Europe et notre implication. Je termine sur quelques consignes plus pratiques. Vous avez déjà vu un peu, nous vous avons activé les vidéos en début. Nous allons les désactiver, mais ça nous permettait de voir nos visages. Nous verrons comment, au fil des sessions, comment jouer entre visages présents et visages absents pour permettre justement aussi de faire place aux conférenciers, aux témoins qui vont nous parler. Vous pourrez à certains moments poser vos questions en allant sur Converser ou Chat que vous trouvez en bas, dans l'icône en bas de votre PC. Après sondage. Alors, si nous donnons la parole à quelqu'un, nous rallumerons son micro, nous lui redonnerons la possibilité de parler. Alors, sachez aussi qu'il est possible de voir cette rencontre sur YouTube. Le font certaines personnes qui ne peuvent pas être là avec nous ce soir, ils iront la voir après, mais c'est possible de la voir en même temps. En allant sur le page d'accueil du site, on a la session. Et si vous voulez la revoir après, vous allez à la page de la soirée d'aujourd'hui et vous pourrez revoir ce que vous n'avez pas pu voir parce que vous êtes arrivé en retard, vous avez dû partir plus tôt, vous avez envie de réentendre l'un de nos témoignages. Et dernière chose, nous souhaitons aussi vous inviter à réagir. Nous avons besoin de tous vos commentaires pour construire cette session ensemble. Et je vous remets là l'adresse, mais que vous trouvez aussi sur l'information sur la session. Vous pouvez nous envoyer toutes vos réactions. Voilà, bonne session à tous. Et je cède la parole à Eric et Marco c'est Eric qui nous présente maintenant la soirée. Bien, bonsoir à tous. Donc, la première chose que je voulais vous dire, c'est que les sessions par vidéoconférence, c'est une première fois. Et donc, pour une première fois, on va essayer de finir à l'heure parce qu'on se rend bien compte que communiquer par vidéoconférence est difficile.
Donc, on va vraiment essayer de terminer à 7h30. Alors, nous avions commencé à travailler sur le projet en disant on va faire crise migratoire, crise sociale, crise écologique, crise démocratique, tout en même temps. Et on s'est rendu compte que c'était tout à fait impossible de donner la parole à des personnes en essayant juste de donner quelques mots sur chacune de ces crises. Alors, on s'est focalisé finalement sur deux crises, la crise sociale et la crise migratoire. Pour la crise sociale, on a Monsieur Frédéric Rottier. Marc vous expliquera tout à l'heure qui est cette personne, mais elle va principalement nous parler des manquements et des divisions qu'on peut avoir en Europe aujourd'hui. Je vois quelqu'un qui me fait des signes, mais je ne sais pas pourquoi. Donc, quels sont les manquements et les divisions dans l'Europe aujourd'hui? Quelles sont les actions prioritaires que l'Europe a prises ou devrait prendre? Et qu'est-ce qu'il serait bien de mettre en place dans ce temps de transition que nous connaissons aujourd'hui? Il y a le Covid, mais il y a aussi un certain nombre de temps de transition. Alors, le deuxième point qu'on va adresser, si possible vers 19h, c'est la crise migratoire. Nous aurons à ce moment-là une personne en live qui s'appelle Marcela Villalobos, qui est d'origine mexicaine et qui va nous parler de ses expériences au sein de JRS France et aussi au sein de la pastorale des migrants. Donc, elle nous donnera d'abord un cadre général de la situation des migrants en France et puis elle nous détaillera un petit peu quel a été son travail à JRS et dans la pastorale des migrants. Et pour terminer, elle parlera de la difficulté spécifique des migrants dans la crise du coronavirus d'aujourd'hui et la difficulté particulière qui est aussi le rôle des migrants de nourrir leur famille au pays. Alors, en fonction de l'heure qu'il sera, on pourra faire une interaction personnelle avec Marcela, mais ça va vraiment dépendre du temps qui nous restera en fin de session. Alors, je vais laisser Marc présenter la première thématique et Frédéric Rottier. Et puis, avec ma petite expérience, j'essaierai de démarrer la vidéo qui dure une vingtaine de minutes et où Frédéric reprend les différents points que j'ai vraiment énoncés très succinctement ici. Marc? Bonsoir à tous et à toutes. Alors, avant de présenter la première vidéo, je devais… Excuse-moi, Marc. Je devais aussi vous faire une introduction sur les étapes de la construction européenne. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous donner un cours. Je vais simplement essayer de vous rappeler des dates marquantes de cette construction européenne et aussi d'essayer de resituer un certain nombre d'éléments parce que quand on parle de l'Europe, on parle de beaucoup de choses différentes. On peut parler de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural et de l'océan glacial à la mer Méditerranée. On peut parler de l'Union européenne, dont je vais vous entretenir le plus longuement, et on peut aussi parler du Conseil de l'Europe. Alors, ça fait beaucoup de choses et parfois les gens mélangent allègrement le tout. Alors, il faut remonter d'abord à 1945. L'Europe vient de subir en 20 ans sa deuxième guerre mondiale et elle a encore été plus catastrophique que la première. Mais en fait, la première a été tellement mal clôturée par des traités qui ont en fait organisé des vainqueurs et des vaincus et à qui on a imputé toutes les erreurs qui s'étaient passées avant la première guerre et des traités qui ont en fait été jamais acceptés puisqu'ils n'ont pas été négociés avec les vaincus. Et en fait, on a eu pendant 20 ans une trêve qui a été en fait une accélération de conflits, de guerres civiles. Je vous épargne les détails, mais de 1919 à 1923, l'Europe a connu 23 guerres civiles en 4 ans, sans compter la terrible guerre civile qui a ensanglanté l'Union soviétique de l'époque. Et donc, il y a eu un esprit de revanche,
et surtout beaucoup de rancœur dans beaucoup de pays, parce que des pays avaient été construits avec une nationalité alors qu'ils en coupaient beaucoup plus. Et finalement, c'est ce salmigondis qui a fait on est arrivé à la guerre mondiale de 1940. 55 millions de morts et de blessés, et surtout 14 millions et demi de personnes déplacées ou expulsées. Parce que ça, c'est une chose qu'on oublie beaucoup. Entre 1945 et 1951, il y a eu 14 millions et demi de réfugiés à l'intérieur de l'Union européenne. Donc, c'était les migrants de l'époque. C'était tous les peuples qui étaient expulsés des différents pays où on ne les voulait plus. On avait déjà tué 6 millions de juifs, mais il y a des pays qui ne voulaient plus qu'une seule ethnie, plus qu'un seul peuple. C'est le cas de la Pologne, etc., de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, etc. Et donc, ça a créé de profonds sentiments d'inappartenance pour ces différentes populations, mais aussi le fait qu'en Europe orientale, les populations ont vite connu le bloc soviétique. Et en fait, ils ont connu en fait un espèce de confinement idéologique et de population, puisqu'ils ne pouvaient pas avoir de contact avec l'Ouest. Alors à l'Ouest, par contre, on souhaitait particulièrement éviter de recommencer des guerres, et la principale préoccupation de plusieurs dirigeants européens, surtout chrétiens et démocrates, c'était de construire une paix, ce que l'Europe n'avait plus connu depuis les guerres napoléoniennes. Donc une vraie paix entre les vainqueurs et les vaincus. Tous devaient être traités de la même façon. Donc il y a une rencontre importante qui a lieu en 1946 entre Adenauer, Schuman et De Gasperi, qui veulent déjà construire une Union européenne. Cette volonté sera accélérée par le coup de Prague, le blocus de Berlin. Et en 1949, on a une première réaction. Il y a la création du Conseil de l'Europe. C'est une idée à l'origine de Winston Churchill qui voulait établir une Europe du droit, de la liberté. Et donc, les pays qui ont accepté de le faire, essentiellement les pays du Nord et de l'Ouest de l'Europe, ont créé ce qu'on a appelé le Conseil de l'Europe, qui siège à Strasbourg. C'est une institution qui a surtout mis en avant le droit. Et donc, elle est surtout à l'origine d'une convention qui est très importante aujourd'hui, qui est la Convention européenne de sauvegarde des libertés et des droits de l'homme, ou des droits humains, bien que cette expression ne soit pas encore passée dans le vocabulaire. Le Conseil de l'Europe a une assemblée qui regroupe des délégués des parlements nationaux, un comité des ministres et surtout une cour des droits de l'homme devant laquelle maintenant la plupart des citoyens européens peuvent faire des recours contre une violation d'une liberté ou d'un droit quand ils ont épuisé les recours en interne. Donc ça, c'est une institution. Elle a beaucoup travaillé, elle a fait énormément de conventions dans le domaine de la culture, de la protection de la nature, du patrimoine. La plupart des conventions ont été signées, mais pas ratifiées par les États. Donc en fait, aujourd'hui, l'énorme travail juridique qu'elle a accompli est resté un peu en rate, et c'est pour ça que c'est devenu une institution méconnue, même si un de ces comités surveille toujours la manière dont les constitutions sont appliquées dans tous les États. Aujourd'hui, les 47 membres les 47 États qui comptent l'Europe de l'Atlantique à l'Oural en font partie, mais avec leurs divisions, leurs ressentiments et leurs conflits, notamment entre les États de l'Ouest et la Russie. Moi, ce que je vais vous parler, c'est de l'Union européenne, ce qui à l'époque ne s'appelait pas comme ça. Les fondateurs étaient très intéressés par le Conseil de l'Europe, mais ils se sont dit un truc, ce n'était pas ça qu'ils souhaitaient. C'était de créer une union où l'intégration serait la principale valeur.
c'est-à-dire que les États accepteraient de céder à une institution européenne une partie de leurs prérogatives et de leurs pouvoirs pour pouvoir réaliser l'union de l'Europe. Et donc, dans l'esprit à l'époque, on rêvait même d'un gouvernement européen comme aux États-Unis, des États-Unis d'Europe. Bon, on sait ce que c'est devenu aujourd'hui, mais c'était quand même l'idée. Et c'est pour cela qu'en 1950, on a créé la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Les fondateurs ont trouvé qu'il était important de mettre d'abord en commun ce qui avait été le nerf de la guerre et des conflits pendant les années précédentes, c'est-à-dire le charbon et le fer. Mais en même temps, de pourvoir à l'énergie. Les peuples avaient deux préoccupations à l'époque, se chauffer et se nourrir, parce que on vivait la pénurie dans tous les domaines. Et donc, on s'est d'abord attaqué à cela. La CECA a été un grand succès et le traité de la CECA était particulièrement intégrateur. Donc, il créait une vraie communauté des 6 pays fondateurs et il y avait une haute autorité qui décidait des mesures à l'égard des deux institutions. Donc, c'était vraiment très important et ça a été un grand succès. Alors, partant de cela, les fondateurs se sont dit, passons à une étape suivante et créons une Europe de la défense pour que les industries sidérurgiques soient mises au service de la paix. Il faut construire une armée européenne. Malheureusement, ça a été un échec. La communauté européenne de la défense, la CED, n'a jamais été acceptée par la France et donc ce sont un peu, en 1954, c'était un peu la déception. Alors, des personnalités de l'Union européenne, groupées autour du ministre belge Paul-Henri Spaak, se sont vus à plusieurs reprises et ont estimé qu'il ne fallait pas s'arrêter à un échec. Il y a eu une conférence en 1955 et en 1956, et on a décidé à ce moment-là de ne plus suivre la voie politique, mais la voie économique, et donc de créer une union économique et douanière, en espérant qu'elle donnerait naissance ensuite à une union politique. Et donc, vous avez la signature en 1957 des célèbres traités de Rome qui créent la communauté économique européenne et l'Euratom. On a mis à l'époque en commun l'énergie nucléaire parce qu'on pensait que c'était l'énergie de l'avenir, mais seulement sur son aspect civil. La France ne souhaitait pas mettre la ressource nucléaire militaire en commun puisqu'elle était occupée à créer sa propre bombe atomique. Ça a été un grand succès. Les 6 pays fondateurs ont vraiment bien travaillé et l'union douanière qui devait être réalisée pour le début de 1971 était déjà une réalité en 1968. Et ils ont aussi en 1965, non sans mal d'ailleurs, après des premiers sommets où on arrêtait déjà les horloges quand on avait dépassé le délai de négociation. C'est devenu le mode normal de fonctionnement des institutions européennes. Le dernier Conseil européen en est le meilleur exemple. On a créé la politique agricole commune, c'est-à-dire la volonté de remplacer la pénurie, les obstacles tarifaires, etc., par l'abondance et la circulation des biens. Donc, on s'est surtout centré là-dessus, sur la circulation des biens pour améliorer le niveau de vie des populations. Et de ce point de vue-là, ça a été une réussite puisque en 5 ans, le produit intérieur brut des 6 pays fondateurs avait augmenté de 69%. Donc, les pays ont décidé alors en 1969, dans un sommet à La Haye, d'aller plus loin et d'approfondir. Ils ont alors décidé de donner à l'Europe un budget propre avec des ressources propres et se sont fixés, lors de ce sommet, la possibilité à la fois d'élargir à d'autres pays que les 6 pays fondateurs. Le général de Gaulle avait refusé 3 fois la Grande-Bretagne comme candidate, alors qu'en 1955, elle avait refusé
de participer à la négociation, estimant que c'était voué à l'échec. C'est le contraire qui s'est réalisé. Et donc, on a décidé d'approfondir l'Union et aussi d'ouvrir l'Union, enfin la communauté à l'époque, sur d'autres pays que les 6 pays fondateurs. Donc, l'Union économique et monétaire devait être réalisée pour 1980. C'est malheureusement resté un vœu pieux parce qu'on s'est vite rendu compte que les étapes étaient beaucoup plus dures à réaliser que simplement l'union douanière. Donc, il a fallu déjà attendre 1986 pour qu'on réalise le deuxième objectif du traité à l'origine, c'est-à-dire une politique commune des transports et l'ébauche d'une libre circulation des personnes. Entre-temps, la Grande-Bretagne, l'Irlande, le Danemark, et puis la Grèce, l'Espagne et le Portugal sont devenus membres. On a créé le serpent monétaire, c'était l'ancêtre de la monnaie commune. Et en 1996, il y a eu un nouveau traité, parce que c'est ça le mode de fonctionnement de l'Union européenne depuis l'origine. On empile des traités. Donc, on en a eu un en plus, le traité de Maastricht, dont on a beaucoup parlé, qui pour la première fois prévoyait de donner un vrai pouvoir au Parlement européen. À l'époque, on disait toujours l'Assemblée, mais il est devenu Parlement. Et on a enfin réalisé l'objectif qui était prévu dans le traité de 1957, c'est-à-dire de l'élire au suffrage universel direct en 1979. Et on a arrêté les étapes pour la création de la monnaie commune. L'Allemagne a fini par accepter de le faire en échange du fait que tous les pays de l'Europe orientale qui étaient devenus libres, si je puis utiliser enfin qui avaient rejeté le communisme, puissent y adhérer. Donc ça a été un troc en fait, mais avec une stricte politique budgétaire et monétaire. Donc de 1999-2002, c'est vraiment le sommet de l'Europe, c'est la création de l'euro, de la Banque centrale européenne. Et là, on imagine qu'on va vers vraiment l'intégration assez rapide. En 2004, les 10 pays orientaux deviennent membres immédiatement, sans période de transition, ce qui n'avait pas été le cas auparavant, et ça a été une très mauvaise idée, enfin, puisqu'on s'en met toujours les doigts aujourd'hui à l'égard de plusieurs pays, comme la Pologne ou la Hongrie. Et donc, pour essayer de remédier au déficit démocratique, puis c'était toujours des experts qui rédigeaient des traités et sans que les populations soient consultées, les membres du Conseil européen ont décidé de mettre sur pied une convention de parlementaires et de politiques et de membres de la société civile pour élaborer une constitution européenne qui aurait remplacé tous les traités qui existaient depuis 1949. Et c'est là que la machine s'est enrayée, puisque le traité fondamental a bien été signé en 2004, il a été adopté par tous les pays, mais il n'a pas été ratifié par la France et les Pays-Bas. Et à ce moment-là, ça a été le désarroi. Alors on a essayé, c'est malheureusement une étape ratée et très malheureuse, parce que le traité fondamental comportait un préambule qui rappelait les valeurs fondamentales de l'Union européenne, la primauté du droit, l'égalité des États, l'égalité des citoyens, et tout ça, ça a été supprimé. On a simplement maintenu un traité, un de plus en 2007, le traité de Lisbonne, mais en enlevant le préambule. Et donc aujourd'hui, on n'a aucun instrument juridique pour imposer, par exemple, à la Pologne et à la Hongrie de respecter les principes de démocratie qui étaient en fait ceux d'origine en 1950. Donc, c'est un instrument qui a donc manqué à la construction de l'Europe. Alors, en 2008, il y a eu la crise financière dont je ne vous parlerai pas. Elle a permis encore, elle a tellement ébranlé la zone Europe qu'elle a failli disparaître, mais elle a survécu à ce drame. En 2015, il s'est alors passé une crise paroxystique, si je puis dire, puisqu'il y a eu à la fois la crise migratoire, on s'est retrouvé avec 3 millions de migrants aux frontières qu'on n'avait jamais définies. Et donc, les États ont décidé de créer eux-mêmes des frontières de l'Union européenne. On a créé Frontex,
Mais en fait, on n'avait jamais défini ce qu'était la barrière de l'Union, parce qu'on espérait toujours agrandir l'Union européenne. Et même lors de 1990, Jean-Paul II et Gorbatchev avaient même convenu qu'on créerait avant 2020 la maison commune européenne, c'est-à-dire l'union des 47 pays. Je pense que c'est devenu mythique, mais enfin, on peut toujours rêver. À cette crise migratoire où brusquement des frontières se sont fermées, sont venus s'ajouter les attentats, donc ceux qui frappaient la plupart des sociétés occidentales. Et malheureusement, parmi les terroristes, il y avait des migrants, en fait, qui avaient utilisé ces filières-là pour s'introduire dans de l'Union. Et donc, ça a provoqué un raidissement terrible, surtout en Europe orientale, où brusquement, on a eu peur d'une invasion, alors qu'on avait eu si difficile de créer une unité nationale. Et donc, la plupart des pays orientaux, pour l'instant, ne veulent pas de migrants. Ils n'en ont d'ailleurs pratiquement pas. Il y en a qui le disent de manière discrète, comme les pays baltes, qui ont toujours peur de leur dangereux voisin, la Russie, et qui payent plus au budget européen pour ne pas en avoir. Et alors, il y en a d'autres qui affichent carrément leur volonté de ne pas en avoir du tout. Et donc, la crise migratoire, elle n'est pas encore terminée, elle ne fait que commencer, parce qu'avec la crise du coronavirus, bien entendu, ça va encore s'accentuer. Notre deuxième intervenante insistera beaucoup là-dessus. Je ne m'étendrai pas sur l'épisode du Brexit. Comme il a fallu 3 ans pour conclure un accord de sortie et qu'on ne sait toujours pas en fait comment la sortie définitive va se faire, ça a en tout cas vacciné tous les autres pays qui avaient des volontés ou des velléités de quitter l'Union, de renoncer à cet objectif. Même les partis eurosceptiques ne veulent plus quitter l'Union ni la zone euro. Quand ils y sont, ils considèrent que leur population n'adhérerait plus à cette idée. Et puis alors, on est arrivé en 2020 et alors à la crise du coronavirus. Et vous verrez, le premier intervenant va mettre cela en lumière de manière très crue. C'est la crise systémique auquel, heureusement, nos dirigeants ont réussi, non sans mal, après 89 heures de discussion, à essayer de trouver des remèdes et notamment d'accepter pour la première fois qu'on ait une dette européenne commune. Parce que le grand problème de l'Union européenne, c'est qu'aucun chantier n'est achevé, ni le marché unique, nous n'avons toujours pas de fiscalité commune, nous n'avons pas d'union énergétique, l'union bancaire n'est pas terminée parce que nous n'avons pas de garantie des dépôts, une garantie européenne. Donc, en fait, on est un peu à la croisée des chemins. Alors, on peut espérer que le sursaut de la semaine passée sera le début d'une autre ère et que peut-être les années à venir amèneront d'autres étapes dans la construction européenne. Je vous prie de m'excuser d'avoir été si rapide, mais comme je devais strictement respecter le temps qui m'était imparti, mais vous trouverez sur le site un texte délayé où tout ça vous est expliqué en long, en large et en détail. La version définitive vous sera mise au début de la semaine en ligne. Voilà, alors maintenant je vais vous présenter notre premier invité. Vous allez entendre l'interview parce qu'elle a été réalisée comme il devait partir en vacances. Donc j'ai eu un entretien avec lui et puis il s'est enregistré lui-même. Il va donc vous parler de la crise sociale. Alors Frédéric Rottier, je l'ai connu par hasard au mois de mars. Je connaissais à peine l'existence du centre qu'il dirige d'ailleurs, qui est le Centre AVEC, qui est un centre d'études et de réflexion sur les problèmes de la société et qui fonctionne en symbiose avec les jésuites. D'ailleurs, pour les Belges, ils sont à l'arrière du collège Saint-Michel. Vous trouverez sur le site du Centre AVEC toutes les personnes qui le composent, ainsi que tous les textes de réflexion. Notamment, j'attire votre attention sur leur dernière livraison, « Comment partir en vacances » à la suite de la crise du coronavirus. Vous trouverez aussi de très belles petites vidéos, hashtag avec vous et avec nous, qui donnent des témoignages très intéressants et très positifs sur la manière de vivre la crise du coronavirus.
Voilà, donc Frédéric Rottier est jeune, mais par contre, je vous conseille d'écouter attentivement parce que ce qu'il dit est très intéressant. À chaque tournant de paragraphe, vous verrez des interrogations et des remarques qui sont extrêmement pertinentes pour notre problématique. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et je suis toujours prête à répondre à des questions, bien entendu. Merci beaucoup. Merci Marc. Je vais démarrer la vidéo. Vous pouvez toujours poser des questions en utilisant les outils dont Marco vous a parlé en début de session. On essaiera de faire un petit résumé des questions si c'est possible. Et on donnera un tout petit temps à la fin de la vidéo qui dure une vingtaine de minutes pour poser quelques questions. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Frédéric Rottier. On m'a demandé de répondre à quelques questions pour introduire cette session. Alors, avant de répondre, je vais me présenter en quelques mots. Je suis le directeur du Centre AVEC, qui est un centre d'analyse sociale situé à Bruxelles, fondé par les Jésuites et reconnu par un des gouvernements belges pour une mission d'éducation permanente. Alors, dernier petit mot de pub, je voudrais vous évoquer notre revue en question qui va avoir, donc c'est un trimestriel, dont le prochain numéro va traiter de la société post-Covid, dans quel monde construire après la crise du Covid-19. Voilà. Je ne pensais pas sans lien avec ce que nous évoquons aujourd'hui, c'est pour ça que je me permettais cette petite incursion. Si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours aller sur www.centreavec.be. Répondre aux questions. Allons-y. Première question. Quels manquements européens mettent le plus en évidence la crise sociale déjà présente et qui va se développer? Je voudrais commencer par parler de la crise sociale qui est déjà là. Crise sociale, crise politique, crise économique, surtout crise politique d'abord. Regardons l'année 2019, parce que je pense qu'elle montre bien des choses qui étaient déjà là. L'année 2019, pour moi, c'est l'année du silence politique. Silence politique après les marches pour le climat. Inaction. Démantèlement des mouvements de rue à Hong Kong. Inaction. Émeute au Venezuela. Abandon des Kurdes en Syrie. Déception au Congo après les élections présidentielles. Grève en France, dans d'autres pays. Mouvement des Gilets jaunes. Procédure d'impeachment bloquée aux États-Unis. Impasse politique complète autour de la formation d'un gouvernement en Belgique, et j'en passe, et j'en passe. Il y a quelque chose qui est du manque de leadership au niveau européen. Il y a vraiment d'abord une crise politique qui est là. Et je pense que le politique loupe deux choses. Il manque dans sa mission de prévision et d'anticipation des défis du futur. Il manque aussi de cohésion et de réconciliation et de lutte contre les inégalités. Il manque à plusieurs de ses devoirs fondamentaux. Et ce n'est pas d'abord le niveau européen que j'aurais pointé. Vous posez la question des manquements de l'Union européenne. Je préférais reformuler quels sont les manquements de nos responsables politiques, plus largement. On sait bien sûr que l'Europe a ses manquements. L'Europe n'a pas été créée pour être efficace. L'Europe a été créée pour concilier et pour réconcilier. L'Europe, à la base, c'était des pays qui se mettaient ensemble pour devenir économiquement interdépendants et pour, grâce à cette interdépendance, ne plus se faire la guerre. L'Europe a amené cette prospérité-là sur tout le continent, l'Union européenne. Il y a des divisions qui sont là. Et je pense que la crise du Covid-19 et qui révèle la crise, les autres crises, j'ai envie de prendre une image. L'image, c'est le photographe. Rappelez-vous quand on prenait des photos avant l'ère digitale, avec les argentiques, il fallait mettre la pellicule dans un liquide pour révéler les couleurs. Eh bien, le virus, c'est pareil.
il révèle toutes les divisions qui sont là dans la société et toutes les inégalités. Il révèle où se situe la précarité dans la société. Et il accentue la précarité qui était déjà là, mais qui passait sous le radar. Je pense qu'on peut pointer plusieurs divisions dans notre société. Donc il y a d'abord cette division économique qu'on a effleurée, la question de l'inégalité. L'inégalité, elle augmente au sein de la plupart des pays du monde. Et elle atteint des niveaux vraiment dangereux dans une série de pays, heureusement moins en Europe. Mais elle nécessite d'être au cœur de l'action politique. Il y a également une autre division qui est là et que je voudrais appeler la division de la prédation ou de la division liée à l'homo economicus. Et je voudrais parler de la division entre l'homme et sa maison, la maison commune, la terre. Bien sûr, il y a le côté prédateur qui va exploiter la forêt équatoriale, qui va vider l'océan, qui va dans les endroits les plus reculés du globe pour assouvir le modèle économique qui veut toujours plus. Mais l'autre côté de cette médaille-là, c'est que nous sommes en fait tous complices, nous tous qui nous considérons d'abord comme consommateurs. L'hyperconsommation est vraiment un phénomène qui ne peut pas être vu sans voir également donc pardon, ce sont deux facettes qui sont vraiment qui sont les facettes du même phénomène. Alors, le bouton pause collective qui a été enclenché avec le confinement nous permet de prendre conscience de ce qu'il y avait là. Ce modèle de vie n'est pas durable, le modèle économique n'est pas durable. Dans les deux cas, il y a des limites qui ne sont pas respectées, des limites personnelles, individuelles et des limites économiques et des limites collectives qui ne sont pas respectées. Donc voilà, premier, cette question de la division économique. Alors la division culturelle ou interculturelle, elle est là aussi, et elle remonte également à la surface dans cette crise du Covid. On voit aujourd'hui ces tensions États-Unis-Chine, par exemple, où le président américain parle tout le temps du virus chinois. Il y a une attitude qui consiste un petit peu partout à pointer toujours du doigt l'autre et à l'accuser. On voit ça donc dans les relations internationales, mais on le voit aussi à l'intérieur de nos sociétés. On le voyait déjà bien avant le Covid, cette tendance à ne pas accepter qu'il y ait des cultures qui soient vraiment différentes au sein de nos villes, au sein de nos pays. Et donc cette difficulté à construire une culture commune qui soit fondée sur le respect et sur l'intérêt de l'autre, au sens être intéressé, et sur le droit à la différence. Voilà. Donc les divisions culturelles et interculturelles, je pense, elles vont encore plus qu'aujourd'hui, dans nos pays qui sont encore qu'à moitié déconfinés, je pense qu'on va revoir ces divisions refaire surface. Et puis, il y a également quelque chose, quand on parle du sens de la vie, le sens de la vie en société aussi, il y a une division qui est là et qui ne va pas partir. Aujourd'hui, je pense qu'on peut parler d'une culture quotidienne, une culture contemporaine de la superficialité. La fuite dans le travail, la fuite dans les loisirs, dans le sport, dans les réseaux sociaux, dans toute une série de comportements qui nous amènent à ne pas nous arrêter. Et aujourd'hui, le confinement nous a fait arrêter. Alors, on se rend compte qu'il nous manque quelque chose. Et c'est un petit peu comme le réveil du somnambule qui se retrouve ailleurs que dans sa chambre. Comment est-ce que... quelles sont les questions qui remontent maintenant ? Comment est-ce que je m'exprime, par exemple, sur la scène publique, sur Facebook,
comment est-ce que je suis avec d'autres, quelles sont les choses importantes que j'exprime, voilà. Est-ce que je partage plus par des coups de gueule ou est-ce que je partage également des choses positives dans la société? Voilà. Je pense que cette question fait apparaître notre capacité et notre volonté à construire avec d'autres une action collective et à soutenir une culture commune. Je reviendrai tout à l'heure sur la culture commune parce que je pense que c'est le chemin de la sortie des crises que nous traversons. La deuxième question, c'est quelle action prioritaire faut-il entreprendre pour essayer d'y parer? J'ai envie de ne pas trop répondre sur le plan politique, mais je voudrais évoquer la mythologie grecque. La Grèce antique avait deux dieux pour le temps. Il y avait d'abord Chronos, qui est le temps linéaire, le temps tel qu'on le retrouve sur nos montres. Et puis, il y a le dieu Kairos. Et le dieu Kairos, c'est le dieu du temps favorable. Alors, il est représenté comme sur les vases, sur les statuettes, il est représenté comme un jeune homme avec chauve, avec une touffe de cheveux derrière sa tête, une longue touffe de cheveux, et avec des ailes à son dos et à ses pieds. Et on dit il y a trois attitudes face à Kairos. La première chose, c'est il passe, quand il passe, le dieu, et on ne le voit pas. On ne fait rien puisqu'on ne le voit pas. La deuxième chose qui peut arriver, c'est qu'on le voit passer devant soi et on ne fait rien quand même. Et donc ça sont un petit peu toutes les occasions manquées dans la société. Et la troisième chose, c'est on le voit et on décide de saisir la longue queue que forment ses cheveux et de prendre ce temps favorable. Eh bien, posons-nous la question, quel est le Kairos d'aujourd'hui? Le Kairos, c'est quelque chose qui vient et qu'on ne voit pas toujours venir. Donc, le dieu Kairos apparaît sans s'annoncer. Et aujourd'hui, il y a des luttes sociales, il y a des opportunités, il y a des changements possibles, des choses qui sont là et qu'on doit savoir discerner, qu'on doit savoir voir. J'ai été surpris à voir le mouvement Black Lives Matter et je suis persuadé que s'il a pris de l'ampleur, ce n'est pas par sa répétition, parce que ces violences policières vis-à-vis des Noirs, elles sont là depuis la construction des États-Unis. Qu'est-ce qui a changé maintenant? Je pense que la crise du Covid amène des facteurs conjoncturels au changement. Le fait de vivre tous cette crise donne une certaine possibilité à des changements qui n'étaient pas compris avant. Je voudrais faire une analogie. Aujourd'hui, dans les facteurs qui étaient déterminants dans la Révolution française, on voit notamment le fait qu'il y ait eu 5-6 ans de famine qui ont précédé la Révolution française. Le Covid-19 amène la société à vivre des difficultés, et dans les difficultés vont apparaître des changements qui seront fondamentaux pour la société. Donc il y a les facteurs conjoncturels, ça c'est la crise, et puis il se pose la question quels sont les facteurs structurels. Et donc le Kairos, c'est savoir retrouver les enjeux structurels qui sont mûrs à être amenés à dépasser un certain seuil et à changer le cours de l'histoire. Voilà. Alors, troisième question qui m'est posée. Comment veiller à ce que cette crise n'occulte pas une transition juste, durable et bonne?
posons-nous la question, qu'est-ce que c'est la transition? La transition, c'est une dynamique qui part d'un déséquilibre actuel. Il y a des forces qui maintiennent encore les choses dans la situation actuelle, des forces de domination, mais on sent bien qu'il y a un intérêt à changer. Et ce changement, il se situe au niveau sociétal. Il y a 3 manières de penser ce changement. D'abord, c'est de dire, c'est le politique qui doit amener le changement. Les gens se font de moins en moins d'illusions sur la capacité politique, sur le fonctionnement politique, pour résoudre les grands problèmes d'aujourd'hui. Le politique n'a jusqu'à présent pas agi comme il aurait dû agir sur les grands enjeux sociétaux. Et en premier lieu sur les grands enjeux climatiques. Donc il y a une certaine désillusion et je partage cette désillusion. Une deuxième manière de penser la transition, c'est de dire c'est par le bas, c'est par les changements individuels, c'est nous tous qui devons changer nos comportements. Reprenons l'exemple écologique, changer nos comportements individuels. Sauf que si on agit individuellement, on s'essouffle, on se déconnecte. Ça manque d'une forme de durabilité. Et donc, la transition ne peut devenir ne peut dépasser, ne peut devenir un courant de fond que s'il passe par le troisième chemin, et qui est le chemin du milieu. Les cultures communes, les cultures citoyennes qui relient. Donc c'est à la fois des cultures communes dans le quartier, c'est le fait de faire des choses avec d'autres, par un mouvement de jeunesse, un mouvement religieux, une paroisse, partout où on agit ensemble, mais c'est également des structures politiques plus ancrées, telles que les syndicats, telles que d'autres mouvements politiques qui ne se situent pas à l'intérieur de la sphère politique, mais qui agissent dessus. Voilà, et donc c'est un mot-clé pour la société de demain, c'est la culture commune. Ce niveau est essentiel pour à la fois s'encourager personnellement et autour de soi, se soutenir, s'informer, et utiliser ce pouvoir de levier sur nos propres actions. Et amener à, par exemple, ne plus prendre l'avion, non pas comme une mesure qui rend triste, mais à voir ça comme une mesure dans laquelle où on partage ensemble ce même objectif et où on cherche à donner du sens ensemble à cela. Mais également, un deuxième levier, le levier sur le politique, sur ce qui est au-dessus. Et s'il y a suffisamment de pression culturelle, le politique suivra. Parfois en retard, mais il suivra. Voilà. Pour moi, c'est vraiment essentiel de penser cette question de la voie du milieu, comment amener la transition par le milieu. Alors, je ne sais pas si j'ai encore le temps, quelques questions. Qu'est-ce qu'une transition juste et bonne? Quelques mots. Une transition, c'est quelque chose qui doit donner envie, qui doit être positif et inspirant et donner des raisons d'espérer et de se battre. Une transition doit également être visionnaire. Il faut savoir vers où on veut aller. Est-ce qu'on a un cap? Est-ce qu'on a aussi un critère de justice sociale, critère de recherche du bien commun, une perspective à long terme? Voilà. Est-ce que dans la manière de décider la transition, est-ce qu'il y a quelque chose où on se sent inclus? Est-ce qu'on peut parler de quelque chose qui soit une culture démocratique, qui fasse place au dialogue, mais pas au dialogue ponctuel, au dialogue véritable, et à la délibération, à une délibération qui peut se dire aujourd'hui on n'est pas encore mûr à prendre une décision, on la remet à la fois prochaine, et qui peut aussi amener des formes de réflexion qui soient différentes, qui soient plus créatives. Voilà. Ce sont des questions à nous poser. Quelles sont nos cultures communes de changement? De quoi vivent-elles?
Alors, une transition doit également être solidaire, elle doit être égalitaire, donc elle doit rassembler et elle doit corriger les inégalités. Elle doit être ressourçante, porteuse de sens, et nourrir à la fois la vie spirituelle et intérieure. Voilà. Et puis, elle doit également savoir utiliser de manière intelligente tout ce que nous donne la science, tout ce que nous donne également l'histoire. Donc, c'est une forme d'intelligence que je vais dire pragmatique, qui est de regarder, donc à la fois théorique et pratique, qui permet de s'appuyer tant sur la science, mais également sur les traditions de l'histoire. Aujourd'hui, ça vaut la peine d'aller repuiser dans l'histoire, dans tout ce que nous ont laissé les mouvements de fond des autres époques, que ce soit de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de la Renaissance, des temps modernes. Il y a des choses vraiment à aller puiser si nous voulons retrouver des mouvements, des cultures communes qui font vivre cette transition. Voilà. Je vous souhaite une bonne réflexion à vous et peut-être à bientôt. Au revoir. Voilà donc le témoignage de Frédéric Rottier. Je ne sais pas s'il y a l'une ou l'autre question qui voudrait être posée, mais on a 5 minutes. Donc, je vous laisse la parole si quelqu'un veut faire un commentaire ou une question très particulière qui pourrait faire rebondir un débat, soit personnel, soit collectif, en fonction des possibilités pour l'année prochaine. Personne? Marco? Je suis muette. Ça joue? Oui. Donc, c'est Magali. Et je trouve que c'est intéressant ce qu'il appelle la culture du milieu, parce que c'est un mot symbolique, mais ça gagnerait évidemment à être approfondi. Parce que quand il dit « je suis sûr que les politiciens vont suivre si culturellement la population est d'accord entre elles », eh bien, ça n'est pas prouvé parce que même avec une pétition à Schaerbeek de 6500 signatures pour faire reconnaître quelque chose qui n'était pas légal, les politiciens n'ont pas suivi. Donc voilà, c'est pas vraiment une grosse question, c'est plutôt une interpellation. Si on veut aller vers des solutions du milieu, eh bien voilà. Le discours de Frédéric, c'est ça, est tout à fait clair, mais comment chaque jour pouvoir discerner ces solutions du milieu, quoi. Voilà. Oui, c'est bien clair. La question est bien claire. C'est vrai que culture du milieu, c'est une expression qui est très, très intéressante, mais sûrement aussi difficile à mettre en pratique tous les jours. Il ne faut pas s'essouffler, comme il disait. Bien, je vous propose de passer au deuxième intervenant. Alors, c'est Marcela Villalobos-Cid. Et elle fait Il y avait encore une question. Il y avait encore une question. Françoise Martin. Françoise Martin voulait encore parler. Je ne voyais pas François. Vas-y, François. Merci de me donner la parole. Oh, ça résonne fort. Il faudrait mettre tout le micro. Bon, désolé, ça résonne. Mais ma question, c'est par rapport à la construction de la culture commune. Est-ce que actuellement, justement, comme on vit un événement planétaire avec la crise du Covid, est-ce que ça ne peut pas aider aussi justement à créer une sorte de récit commun qui va aider à approfondir, à créer cette culture commune? C'est une très bonne question. Je ne sens pas encore tout à fait ça dans les réactions internationales, mais peut-être qu'un jour, Trump ne parlera plus du Covid chinois et qu'on parlera du Covid mondial. Mais voilà, je pense qu'il y a un petit peu de chemin encore. Bien.
Marcela, je reviens chez toi. Marcela Villalobos-Cid est mexicaine. Elle a étudié au Canada dans ce qu'elle a appelé Community Organizing, l'organisation des communautés à l'Université au Canada, et a aussi étudié à l'Institut catholique de Paris en solidarité et action internationale. Donc, elle a travaillé plusieurs années au Canada, principalement avec des migrants saisonniers latino-américains et dans la défense des droits humains, puisqu'elle est avocate. Et elle a travaillé pendant 5 ans au programme JRS Welcome qui s'occupe de l'accueil des migrants en France. Et actuellement, elle est responsable du pôle migration et vie en société de la pastorale des migrants au sein de la Conférence des évêques de France. Voilà, Marcela, j'avais fait une introduction sur ce que tu allais présenter, donc je te laisse maintenant le maximum de temps pour présenter ce que tu avais préparé pour nous dire. Merci beaucoup, Eric. Est-ce que vous m'entendez bien? Moi, oui, en tout cas. Très bien. Donc, un grand merci, bonsoir, et je suis très contente de participer avec vous et aussi de voir des visages que je connais bien parce qu'on a participé ensemble dans ces chemins de migration. Et donc, quand Eric m'avait invité à parler de ces sujets en termes de crise migratoire, je voulais plutôt vous proposer de la voir sous l'angle de l'opportunité. Et quand j'ai pensé à ça, je me disais que, par exemple, en Chine, les mots crise se composent de 2 caractères. Et donc, le premier caractère veut dire danger. Et l'image, c'est l'homme qui est au bord d'un précipice. Mais le deuxième caractère, c'est associé au mot opportunité, aux chances. Et donc, je me disais quelle est l'opportunité aujourd'hui que nous avons d'avoir des migrants présents sur notre territoire et à quoi ça sert d'avoir ces personnes. Donc, pour cette rencontre et ce partage, je voulais plutôt vous proposer en termes de méthodologie une qui m'est très chère, qui est la méthodologie de l'action catholique, qui est voir, juger, agir. Donc, voir pour ouvrir les yeux sur notre réalité, la juger, donc la comprendre et agir pour voir comment est-ce qu'on peut la transformer. Donc, actuellement, notre temps est marqué pour cette réalité migratoire d'exil forcé, d'asile, de refuge. Elle est globale, elle est durable, et la présence et des rencontres avec les exilés ou les migrants interrogent fortement nos sociétés. On l'a vu aussi avec l'intervention de Frédéric Rottier. Elle interpelle aussi nos modes de vie, notre manière de comprendre la culture, la religion, notre manière de vivre ensemble et de faire société ensemble. Ce qui me semble intéressant aussi, c'est que quand on parle des migrants, on parle toujours en termes de défis ou de tensions. Beaucoup, non? La tension de l'hospitalité, la tension de vivre ensemble, les défis de l'accueil de l'autre. Mais on parle moins souvent en termes d'opportunités, de richesses ou de joie. Donc ça, ce sont des questions que pour moi sont importantes à nous les poser. Et quand on passe à ça, je me demande si on n'a pas des communs avec les personnes migrantes, des communs que l'on partage ou des choses bonnes que les migrants nous apportent, non? Et si on a des communs à partager ou des choses bonnes que les migrants nous apportent, quels sont ces communs et ces bonnes choses? Donc, pour comprendre aussi, pour avoir une vision un peu plus globale de la migration, je vais vous lancer quelques chiffres clés. Donc, dans le monde, actuellement, on a 80 millions de personnes migrantes, donc certains déracinés de force, contraintes de fuir leur foyer, c'est beaucoup, c'est un chiffre qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs années. Donc, parmi ces 80 millions, on a 26 millions de réfugiés et la moitié a moins de 18 ans. Donc, ce sont des personnes particulièrement jeunes. Donc, je vais faire un zoom encore plus important. Donc, de ces 80 millions, il y a, je vous disais, 26 millions de réfugiés, 45 millions, ce sont des déplacés internes, 4 millions, ce sont des demandeurs d'asile et 3 millions, ce sont des Vénézuéliens en exil. Aujourd'hui, c'est une des populations la plus importante, c'est les gens qui viennent du Venezuela. C'est du jamais vu, donc juste garder ces chiffres en tête. Donc, 1% de la population mondiale est déracinée et contrainte de quitter leur chez-soi à cause des conflits ou de la persécution. Donc, en France,
En France, on a à peu près 275 000 titres de séjour qui sont délivrés. Donc, quand on parle de titres de séjour, c'est toute question administrative confondue. Donc, regroupement familial, santé, travail, étudiante étrangère, etc. Donc, ça, c'est tous les titres que la France, que le gouvernement délivre. De ces titres, 180 000, ce sont des demandes d'asile. Donc, quand on parle des flux migratoires et quand on parle de la menace des migrants qui arrivent, donc 180 000, ce n'est pas beaucoup. Ce sont des gens qui demandent l'asile. On va revenir sur ces questions. Et d'après l'Office français de la protection pour les réfugiés et les apatrides et la Cour nationale des droits d'asile, l'année passée, donc en 2019, ils ont délivré 37 000 décisions qui donnent aux gens la protection des réfugiés ou la protection subsidiaire. Donc, 180 000 ont demandé et 35 000 l'ont obtenu. Les autres sont en attente et certainement, il y aura beaucoup de sans-papiers qui vont être parmi ces personnes. Donc, qui sont ces personnes? De quoi on parle quand on parle des migrants? Donc, quand on parle des migrants, ce sont des personnes qui vont quitter leur pays d'origine et qui vont s'installer durablement dans un autre pays dont la personne n'a pas de nationalité. Donc, le terme immigré va favoriser les points de vue des pays d'accueil et le terme émigré, celui du pays d'origine. Donc, actuellement, moi, je n'ai pas encore la nationalité française, donc je serai un immigré en France et un émigré mexicain, mais peut-être une bonne personne aussi. Donc, un résident permanent dans ces pays. Donc, le terme migratoire, le terme migrant, c'est celui qui va englober tout le processus migratoire. Donc, quand on parle des migrants, on parle aussi des étudiantes d'origine étrangère, des travailleurs, d'artistes. Certaines personnes vont parler de les expatriés, donc c'est plutôt le terme beau pour parler pour les gens qui ont la possibilité de bouger. Mais un expatrié, donc un Français qui s'expatrie au Canada pour aller travailler, c'est un migrant, tout court. Voilà. Parmi ces migrants, on va avoir aussi des gens qui sont contraints de fuir leur pays. Et parmi ces gens, on va avoir les exilés, et parmi les exilés, les demandeurs d'asile, les réfugiés et les sans-papiers. Et donc, pour ne pas rentrer sur tout le jargon administratif, donc je pense que la figure qui peut nous aider, c'est qu'un demandeur d'asile, c'est une personne qui va fuir son pays à cause de persécutions et qui va demander une protection internationale. Donc, imaginez que la personne qui quitte vient frapper à la porte de nos maisons et dit « aidez-moi et protégez-moi ». Donc, la porte, c'est l'Europe et la porte, c'est la Belgique, c'est la France, c'est nos pays. Mais elle va attendre longtemps. Elle va attendre une décision pour cette protection internationale. Si cette protection est accordée, elle va se transformer en réfugié. Et un réfugié, c'est exactement comme un résident permanent. Il a les mêmes droits et obligations qu'un citoyen, sauf les droits de vote. Un réfugié peut demander aussi plus tard la nationalité française ou des pays qu'il a accueillis. Et quand quelqu'un se voit obtenir le statut de réfugié, il ne peut plus rentrer dans son pays, puisqu'il a fui son pays. Donc, en termes aussi de tout l'imaginaire que l'on a sur les réfugiés, imaginez quelqu'un qui va faire toute cette route d'exil et de savoir que le jour où la personne va avoir les statuts de réfugié, elle ne pourra plus rentrer dans son pays, à jamais. Donc, à moins que la personne obtienne la nationalité du pays. Donc, tous les réfugiés ont été d'abord des demandeurs d'asile, mais tous les demandeurs d'asile ne seront peut-être pas des réfugiés. Donc, si les demandeurs d'asile n'obtiennent pas l'accord de cette protection, donc par l'Office français de protection des réfugiés apatrides ou par la Cour nationale des droits d'asile, elle se transforme en sans-papier. Donc, une personne en situation irrégulière. Et je reviens sur cette notion d'irrégulière, puisque souvent on entend dans les médias ou même dans le monde associatif, on parle de clandestins. Et donc, on dit que ce sont des personnes en situation irrégulière, puisque le terme clandestin nous envoie à d'autres images. Une personne qui est rentrée par voie illégale, etc. Donc, on dit que personne n'est pas illégale, donc elle est en situation irrégulière. Donc, ça, c'est un peu pour les cadres, pour savoir de qui on parle aujourd'hui. Dans certains milieux associatifs, pour ne plus rentrer sur la question, les demandeurs d'asile, les sans-papiers et les réfugiés, on dit que ce sont des exilés. Ce sont des personnes qui sont contraintes à quitter leur pays. Donc, ils ne sont pas les choix. Ce que nous faisons aujourd'hui, donc avec toutes ces personnes, dans la pastorale des migrants, nous proposons une mission d'accueil et d'accompagnement auprès de ces personnes migrantes. Donc, une promotion aussi de la communion entre les personnes migrantes et la société d'accueil. On les fait grâce à nos délégués diocésains, donc des personnes qui vont s'engager dans leur diocèse, soit de manière bénévole, soit de manière
salariés. Et donc, ces personnes vont assurer cette mission d'accueil, de promotion, d'intégration à travers des différents programmes. Donc, que ce soit les cours de français, le suivi juridique, l'accueil d'hébergement citoyen. Et voilà, ce sont des missions de terrain. Donc, nous, on accompagne toutes ces missions de terrain. Nous, on vient plutôt comme un renfort pédagogique, de formation, etc. Au sein de la pastorale des migrants, nous collaborons aussi avec des instances associatives nationales pour faire de la réflexion et de l'action. Donc aujourd'hui, on a 2 comités de réflexion et d'action. Le premier, c'est sur les changements de regard vis-à-vis des migrants, puisqu'on dit, voilà, ils sont là, mais on se rend compte aussi qu'après plusieurs années de présence de personnes migrantes, à la fin, les gens ont aussi dit, mais un tel, il est comme ça, et toutes les personnes qui le représentent, parce que sa culture, parce que sa nationalité, nous dit pourquoi on n'arrive pas à transformer ce regard, de quoi on a besoin pour qu'on arrête de voir les gens avec des étiquettes et on puisse rencontrer la personne. Certes, elle a un accent, une histoire, mais finalement, elle est ici et depuis plusieurs années. Donc, comment est-ce qu'on peut changer ce regard et comment est-ce qu'on peut transformer notre société? Donc, ces comités de réflexion et d'action des changements de regard, on les fait avec les Secours catholiques, Caritas France, les CCFD Terre Solidaire, les JRS France et une autre association laïque qui nous aide beaucoup et que je vous invite fortement à suivre ce qu'elle produit. Elle s'appelle Destin commun et elle nous a aidé à produire une première enquête il y a 12 ans qui s'appelait La perception des catholiques vis-à-vis des migrants. Donc pour ceux qui lisent La Croix, il y a eu toute une étude qui a été faite à travers une enquête. Finalement, les catholiques, qu'est-ce qu'en pensent des migrants et des migrations? Et donc, ce qu'on s'était rendu compte, c'est que parmi les catholiques, la grande majorité est favorable à l'accueil. Donc, ils ont peur, mais la grande majorité est favorable. Et c'est plutôt les gens qui ne sont pas favorables, qui font beaucoup de bruit. Donc, on a l'impression que c'est eux qui représentent tout le monde. Donc, ça, c'est très important. Je vous invite à lire cette étude. Il vient de publier un dernier sur la France enquête, sur toute la question de comment la société française est fragmentée, donc qui est très en lien avec ce que Frédéric Roquier nous a partagé. Voilà, on a un autre comité de réflexion et d'action sur l'hébergement citoyen. Donc, l'hébergement citoyen, pour vous faire une histoire très courte, on a des expériences en France qui datent de 2005 à peu près, notamment des familles dans le sud de la France qui accueillaient des femmes victimes des violences ou des femmes qui allaient être obligées à se marier. Voilà. Mais une des premières expériences d'hébergement citoyen vis-à-vis des migrants organisées, c'est celle des JRS. Et donc, à travers son projet Welcome en 2009, donc c'est vraiment les pionniers qui proposaient l'expérience d'accueillir un demandeur d'asile ou un réfugié chez soi avec un cadre, une charte, etc. Donc, 10 ans plus tard, ça continue. Il y a eu pas mal d'évolutions. Ensuite, il y a une autre association qui a commencé à les proposer, c'est Singa. Et depuis la crise de l'accueil des réfugiés en Europe, en 2015, il y a eu une mobilisation citoyenne particulièrement importante. Et donc, nous, on voit vraiment l'avant et l'après 2015. Donc, à cause de la photo du petit Yaïla qui était décédé. Et donc, on a vu comment les gens finalement, il y a une émotion très importante qui a dit, je veux bouger et je fais quoi? Et donc, c'est une explosion aussi de solidarité des organisations citoyennes qui proposent aujourd'hui d'héberger non seulement des demandeurs d'asile, mais aussi des sans-papiers et des réfugiés et des mineurs non accompagnés, etc. Donc aujourd'hui, les JRS France, la Fédération de l'entraide protestante, le Secours catholique et nous-mêmes, la pastorale des migrants, on a ces comités de réflexion et action pour un peu dire quelles sont les bonnes pratiques, donc qu'est-ce qui aide quand on veut accueillir quelqu'un chez soi et comment est-ce qu'on peut aussi proposer un plaidoyer pour dire, bon, c'est très bien, l'hébergement citoyen, ça porte du fruit, c'est bien, c'est la rencontre, ça change les regards, ça aide aussi à comprendre la culture du pays d'accueil aux migrants, mais il faut se rappeler aussi qu'il y a une obligation de l'État à proposer de l'hébergement durable, et donc on a aussi un deuxième axe de plaidoyer. Donc aujourd'hui, ce sont un peu nos missions générales et principales. Dans ces portraits aussi des migrations, peut-être sur la question du changement de regard, une nouveauté qu'on a eue, c'était l'arrivée de la crise sanitaire à cause du Covid. Et donc, pendant cette pandémie du Covid, on s'était rendu compte qu'une grande majorité des personnes issues de la migration, on était en première ligne. Donc, les personnes qui font le ramassage et le tri des déchets,
les personnes qui assurent la sécurité, la manutention, la mise en rayon dans les supermarchés, les nettoyages, l'aide à la personne, les aides-soignantes, les infirmières, les caissières, l'agriculture. Donc ça, aujourd'hui, cette crise, certes, a montré ce qui ne fonctionne pas dans nos sociétés, dont on le savait, mais c'était devenu juste un peu plus visible. On a vu aussi que les personnes migrantes ou issues de la migration en étaient en première ligne. Donc ça aide aussi à changer les regards et la narrative aussi, de dire, quand on entend les personnes migrantes viennent prendre le travail des Européennes, etc., les personnes migrantes sont là et elles travaillent. Voilà. Donc, pour vous dire, aujourd'hui, il y a eu 12 exemples en Europe. Donc, c'est l'Italie et le Portugal qui souhaitent demander une régularisation des personnes sans papier. Donc, l'Italie souhaite régulariser 200 000 travailleurs sans papier et le Portugal 10 000. Nous, on souhaiterait qu'en France, on puisse faire quelque chose de semblable. Voilà. La crise du Covid aussi, on l'a vu beaucoup avec nos délégués diocésains à la pastorale des migrants, ont montré aussi sous un autre angle les personnes migrantes accompagnées. Donc, on les a moins vues comme bénéficiaires, mais comme des acteurs. Il y a une grande partie des migrants qui se sont mobilisés pour créer des masques, des surblouses, voilà, aller porter les colis alimentaires pour les personnes les plus précaires, aller visiter les personnes isolées. Donc ça aussi, on les a vus sur notre angle en disant, ben voilà, ils sont acteurs aussi d'une transformation. Donc ça, c'est très, très, très important et très intéressant. Et je pense que mon temps est en train de s'achever. Donc, Eric me disait, quand on voit tous ces portraits, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, nous, au quotidien, moi, je fais quoi? Non, parce qu'on entend le plaidoyer, l'hébergement citoyen, la transformation, les changements de regard. Moi, là où je suis, qu'est-ce que je peux faire? Alors, moi, je vous propose qu'on puisse réfléchir à comment est-ce qu'on peut participer à différentes actions. Par exemple, d'abord s'informer sur est-ce qu'il y a des personnes migrantes autour de nous et quelle est leur situation. Non, si on est dans une association ou peut-être sont nos voisins, etc. Donc, on peut participer évidemment à des cours de français, à l'accompagnement juridique, à l'hébergement citoyen, si l'on peut, si on a les moyens, si on les sent, parce que c'est un grand saut aussi d'héberger quelqu'un chez soi, mais aussi à des propositions d'action conviviales. La grande majorité des migrants qui sont déjà accompagnés sur la question juridique ou l'apprentissage du français nous disent, mais nous, on n'a pas des amis. Il n'y a personne qui nous invite. Les dimanches sont particulièrement longs et solitaires. Donc, ça peut être intéressant aussi de passer à travers une association et d'inviter les gens chez nous. Puisque, comment est-ce qu'on va apprendre à aimer un pays d'accueil? Ce n'est pas par les papiers, c'est par la rencontre avec les personnes de ces pays. Et donc, tout ce qui est de l'ordre de l'action conviviale, donc la démarche administrative et juridique, elle est très importante, mais la démarche aussi de se mettre à côté de quelqu'un dans une relation horizontale gratuite, elle est très importante aussi parce que c'est ça, on se crée une mémoire collective ensemble, on se crée des souvenirs ensemble. Donc, inviter les gens chez nous, les inviter aussi à nos repas de famille, les inviter à partir en vacances avec nous. Donc, tout ce qui nous aide à faire une société ensemble. Donc, imaginez, la grande majorité d'entre vous, on était aussi dans d'autres pays. Donc, qu'est-ce que l'on sent? Les gens de ces pays nous accueillent chez eux. Non, on comprend la langue, on comprend les blagues, on comprend la culture, on comprend la musique. Donc, tout ce qui est pour nous de l'ordre du quotidien, ça c'est important. Donc, c'est aussi se déplacer, aller à la rencontre, organiser ces activités, soit dans les voisinages, soit dans la paroisse, les repas partagés, les repas interculturels, etc. Parce que plus on passe du temps avec les gens, plus on va se rendre compte qu'on a des choses communes. Même sur la question d'humour ou de la manière comme on se voit le monde, c'est très intéressant parce qu'on est dans une relation, je ne dirais pas d'abord d'amitié, parce que ça demande du temps, mais de compagnonnage. Donc, et ça, quand je pense à ça, ça me fait penser à 2 images dans la Bible. La première, c'est les disciples d'Emmaüs, donc ils sont compagnons, mais qui en partageant les pains, se rendent compte qui était avec eux. Moi, je pense que toute cette question du repas, des tables ouvertes et grandes, c'est une invitation importante pour nous sur la question migratoire. Donc, comme peut-être en partageant les pains ou les repas, on va se rendre compte que ces compagnons nous reflètent un visage du Christ. Et peut-être c'est nous qu'on le reflète aussi. Donc ça, c'est important. Ou que ce visage du Christ, parfois, s'appelle de notre manière, parle notre langue. On vient de très, très, très loin. Donc ça, c'est la première image qui me vient.
Et la deuxième, c'est une qui m'accompagne depuis longtemps et que j'aime beaucoup. Quand on dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je pense qu'on a 3 choses qui nous sont demandées. Pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec notre Dieu. Donc, Michel, le prophète, nous rappelle toujours cette bonne nouvelle des libérations, mais aussi l'autre partie qui est dénonçons les injustices, mais on marche ensemble, on fait la route ensemble, on marche humblement avec nos dieux qui s'appellent parfois Allah, non, parfois c'est aussi, s'appelle d'une autre manière, ou parfois il n'y a pas de nom, mais on marche tous ensemble et on essaye de pratiquer la justice et aimer la miséricorde. Voilà. Marcella, un tout grand merci. Je fais des applaudissements là, de droite et de gauche. Merci beaucoup en tout cas de ton intervention et de tout ce que tu as pu nous dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question à Marcella puisqu'on a la chance de la voir en live? Annick, parce que je sais que tu as beaucoup de migrants avec lesquels tu travailles? Non? Je n'ai pas de questions. Tu te reconnais dans le travail que tu fais? Oh, oui. On m'entend? On t'entend. Oui. Oui, bien sûr. On a reconnu beaucoup de choses, beaucoup. Et en particulier les actions conviviales. Hier, par exemple, on a passé la journée avec 2 familles et tous les enfants au zoo. C'était extraordinaire. La joie des familles, des enfants, de passer cette journée dans un beau cadre de nature. C'est facile à faire. Au lieu d'aller tout seul au zoo, on emmène des familles et ça fait beaucoup de bien. Pour les enfants, ça a été formidable. Pour les enfants et pour les mamans. Oui. Voilà, les repas partagés aussi. Et puis, j'aurais ajouté une chose. Moi, ce que je cherche à faire, c'est à accompagner les gens dans la voie du travail. Parce qu'une fois que les migrants sont déboutés du droit d'asile, donc sans papier, déboutés, illégaux, la voie la plus facile, enfin, elle n'est pas facile, mais la seule voie qui permet de trouver, d'obtenir une autorisation de séjour, c'est le travail. Donc, je cherche des employeurs qui acceptent d'embaucher et accompagner et les employeurs et les migrants dans ce chemin du travail et aussi chercher des hébergements, des logements pour ces familles. Voilà. Et c'est du boulot presque à plein temps. Ça, on en est sûr. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir? Je ne vois pas tout le monde, hein, donc je ne sais pas si quelqu'un me fait un signe ou pas. Oui, Denise. Oui, moi je voulais juste ajouter, il y a la fête des voisins, qui est une fête européenne. Ouais. Et c'est une manière d'accueillir les voisins, les réfugiés ou des trucs comme ça, de faire une belle table. Par exemple, pendant le Covid-19, nous, dans notre rue, donc on a un comité de quartier et tout ça, on a fait la fête dehors et on a fait des apéros et tout le monde est venu avec son verre, on a mis de la musique et on a fait connaissance, mais de loin et chacun sur le pas de leur porte. Donc, la fête des voisins, c'est quelque chose qu'il faut célébrer et inviter les autres à célébrer cette fête, mais vraiment qui permet de faire des connaissances et de lier des liens, de faire des liens d'amitié. Hein, et c'est ça le compagnonnage donc, que vous avez parlé. Donc, je voulais simplement apporter cette petite touche. Et le travail aussi, c'est la dignité. Quelqu'un ne peut pas vivre dans une société sans le travail, sans le labeur de ses mains et tout ça. Donc, ça fait partie de la dignité humaine, tout simplement. Merci. Dans les ressources que je vous ai mis, donc le dernier, c'est un reportage fait par un journaliste afghan, Mortaza Behboudi, que j'ai connu quand il est arrivé en France. Donc, il était à un moment accompagné par JRS France, donc il avait 20 ou 21 ans. Donc là, aujourd'hui, il fait des reportages pour Arte, voilà.
quand il va à Moria ou à Lesbos, ben, il parle, je sais pas, il parle anglais, français, pachtou, etc. Mais tout l'accompagnement, il y a eu un peu d'accompagnement par JRS, ensuite par la maison des journalistes, ensuite il s'était fait son réseau, etc. Et aujourd'hui, il fait son métier. Donc, c'est important aussi. Et c'est important sur la question du travail qui est un accès à un travail digne. Puisque parfois, on a aussi les gens qui ont été journalistes, médecins, infirmières, bon, toute la question de l'accompagnement sur les diplômes et tout ça. Mais parfois, on dit, bon, mais contente-toi d'être babysitter. Peut-être, pour commencer. Mais la personne aussi, elle a une aspiration profonde, comme nous. Et donc, nous, on ne va pas se contenter non plus. Donc, cette transformation et ce changement de regard aussi, on a tous fait du babysitter. À un moment, on était peut-être serveur ou pas, ou travaillait dans quelque chose qui n'était pas notre métier. Mais il ne faut pas rester là sur contente-toi. Non, parce qu'il y a assez besoin d'exister, de transcendance. Donc, si nous, on l'a, les personnes migrantes, ils l'ont 2 fois plus fort que nous. Quelqu'un d'autre? Émilie? Oui. Moi, j'ai beaucoup apprécié les inputs, les 2 inputs que j'ai, enfin les 3 que j'ai entendus. Enfin, moi, je voudrais dire quelque chose sur la réalité du Luxembourg. Moi, je suis de Luxembourg et là, la situation est super compliquée parce que avec une population de 650 000, au Luxembourg habitent 49% de personnes d'autres nationalités que luxembourgeoises. Ça, c'est dans le pays. Dans la ville, dans la capitale, qui a 115 000 habitants, il y a 69% d'étrangers dans la capitale. Donc, la situation, enfin, le grand défi ici, c'est la question linguistique. Nous parlons luxembourgeois, nous parlons français, nous parlons allemand, nous parlons anglais, c'est le bazar linguistique tout le temps. Et ça, c'est très, en Belgique, il y a aussi les différentes langues, mais à Bruxelles, on parle plutôt français, à Gand, on parle plutôt flamand, enfin, je ne sais pas. Et d'autres pays, en France, on parle français partout. Et là, c'est plus facile. Mais la question linguistique est un point d'intégration très important et pas toujours facile. Parce que, Mais puis, il y a Luxembourg depuis, je ne sais pas, une vingtaine d'années déjà, je crois, et c'est organisé au niveau, par des instances gouvernementales aussi, la foire interculturelle. Et vraiment, là, on est dans les 5 continents, au niveau des repas, au niveau des habits, au niveau de la musique, au niveau de tout. C'est génial. Et on se rend compte combien, voilà, le petit Luxembourg, il se perd dans tout ça. Voilà. Merci, Émilie. Est-ce que j'ai encore vu quelqu'un qui voulait intervenir? Et comme je disais, je ne vois pas tout le monde, hein, donc il faut que vous preniez la parole. Moi, je ne sais pas si cette intervention est adéquate, mais le monde n'est pas fait que de bisounours. Et j'adore la fête des voisins, mais dans ma rue, l'avenue Paul de Chanel, les gens n'ont peut-être pas le temps de se rencontrer, ou bien il y a trop de voisins à rencontrer, donc il y a une densité de ville qui ne permet pas toujours de rencontrer ses voisins. Même dans notre immeuble, hein, il y a des voisins que je croise une fois tous les 6 mois, on est 21 personnes. Et puis alors, je pose la question, mais qu'est-ce qu'on fait des analphabètes, hein, et qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'ont, avec le confinement et tout ça, ceux qui n'ont pas accès à des ordinateurs? Voilà, il y a plein de questions. Moi, j'aurais l'envie de crier, c'est super de vouloir intégrer les migrants et les réfugiés, mais est-ce qu'on arrive déjà à trouver un peu d'unité en Belgique? Alors, moi, je pense qu'il y en a pour tout le monde.
et qu'il ne faut pas aller sur la question de mettre en concurrence les populations. On l'a en France aussi. Pourquoi on va héberger des réfugiés quand on a déjà des SDF? Non? Mais ces personnes qui disent pourquoi on va héberger des réfugiés, ils font rien pour les SDF non plus. Hein? Donc, ils font juste du bruit. Et donc, je pense que chacun doit aussi voir quel est son appel. Est-ce que je me sens, par exemple, Magali, à dire, je vais voir, faire une petite enquête sur les personnes qui habitent dans mon immeuble, qui est isolé, qui a des enfants, qui a besoin des ordinateurs, etc. Et après, tu t'organises avec d'autres gens. Et c'est très bien. Donc, chacun doit aussi voir quel est son avis. Et on n'oublie pas, on n'oublie pas les autres. On ne peut pas mettre en concurrence les personnes isolées, les personnes SDF, les migrants, les femmes victimes de violences, les enfants victimes de violences aussi, etc., 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 parce que sinon, ça devient particulièrement déprimant et on dit, je ne peux rien faire. Chacun doit aussi dire, je suis fait pour faire ça. Mais peut-être un ami à moi peut faire ça. Non? Donc, chacun écoute aussi son appel, son intuition, son envie. Et il bouge, et on se déplace, et après on change, et après on s'organise avec les autres, mais pas toute seule. Merci Marcella. Je pense qu'on va tout doucement clôturer ici et je voudrais surtout te remercier Marcella parce que demain elle part en vacances avec son mari et ses enfants. Donc il y a encore plein de valises à préparer, je suis certain. Exactement, exactement. Voilà. Je vais vous laisser quelques ressources sur la box de discussion. Je vous propose aussi, j'avais dit à Eric, après je vous ferai une bibliographie, mais au retour des vacances, pas tout de suite. Mais si vous pouvez aller lire ce document qui était produit par Oxfam, Migration et réfugiés et personnes réfugiées. Donc, les questions clés que l'on se pose et plutôt cette réponse aussi des reçus sur l'arrivée des migrants, il est très bon, il est très pédagogique. Et donc, sur toutes les questions que l'on entend toujours, c'est un peu sur les faits. Donc, je vous invite aussi à les lire. Et dès que je reviens, j'enverrai un bibli à Eric. Et très bonne continuation. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'étais ravie de faire votre connaissance. Merci Marcella, c'est vraiment génial. Marc et moi, on voulait terminer par une prière pour l'Europe du cardinal Martini. Donc, Marc va lire la première partie, je lirai la deuxième partie. Et puis, n'oubliez pas, après la fin de la téléconférence, je ne sais pas si Catherine voulait reprendre la parole ou pas, mais Catherine reprend la parole, donc je n'ai rien à dire de plus. Donc, Marc, je te propose de démarrer la prière du cardinal Martini. Merci. Donc, on a eu beaucoup d'interpellations, de références, de questions. Mais n'oublions pas celui qui nous rassemble, hein, donc le Christ. Et donc, je vous propose de conclure ce moment par un petit moment de prière. Et j'ai repris une prière que nous avions entendue au monastère d'Urtebis, où nous avions passé une journée au mois d'octobre, à l'époque il n'y avait pas de Covid, et donc on était beaucoup. Et notre célébration s'était terminée par une prière que le cardinal Maria Martini, qui a été archevêque de Milan, et qui est un grand penseur de l'Europe, nous avait adressée. Donc, puisque le Seigneur est avec nous, je vous la lis. Père de l'humanité, Seigneur de l'histoire, regarde ce continent auquel tu as envoyé des philosophes, des législateurs et des sages, précurseurs de la foi en ton Fils, mort et ressuscité. Regarde ces peuples évangélisés par Pierre et Paul, par les prophètes, les moines et les saints. Regarde ces régions, baignées par le sang des martyrs et touchées par la voix des réformateurs. Regarde les peuples, unis par de multiples liens et divisés par la haine et la guerre. Donne-nous de nous engager pour une Europe de l'esprit, fondée non seulement sur les accords économiques, mais aussi et surtout sur les valeurs humaines et éternelles. Une Europe capable de réconciliation ethnique et œcuménique, prompte à accueillir l'étranger
respectueuse de toute dignité. Donne-nous d'assumer avec confiance notre devoir de susciter et promouvoir une entente entre les peuples qui assure pour tous les continents la justice et le pain, la liberté et la paix. Amen. Je passe la parole à Catherine maintenant pour la conclusion. Et merci de nous avoir écouté ce flot de paroles pendant 90 minutes. Voilà, mais moi, je voudrais surtout remercier Marc et Eric qui ont préparé cette soirée. Ça n'a pas été une sinécure de trouver les gens, et donc ils ont vraiment beaucoup travaillé, trouver les gens, pouvoir les interviewer au bon moment, en ce moment de vacances. Hein. Vous avez vu que Frédéric Rottier était parti en vacances. Et donc voilà, merci beaucoup à eux de ce qu'ils nous ont partagé, de ce que Marc nous a aussi apporté avec cette relecture de l'histoire. Je vous recommande d'aller lire le texte que nous allons mettre sur le site où il en dit plus. Merci donc à tous. Je crois que Marco va vous donner la parole, si c'est possible, pour qu'on puisse éventuellement dire un petit mot. Rallumez vous-même, vous pouvez rallumer vos micros si vous avez envie de dire quelque chose. Et donc, voilà, on sera très heureux de vous retrouver la semaine prochaine. Si vous ne savez pas nous suivre en direct, vous pourrez aussi nous suivre sur YouTube le lendemain, comme certaines personnes qui n'ont pas pu continuer à être avec nous. Je pense à Jennifer, mais elle suivra la session demain sur YouTube. Donc voilà, merci de la confiance que vous nous avez fait en étant là ce soir. Et bonsoir à tous. Et à vous la parole. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour tout. Quel plaisir de voir tous ces visages. Il y en a que je ne connais pas, mais c'est génial. Merci à tous. Au revoir. À la semaine prochaine. Comment? Merci Marcella encore. Ah voilà. Merci. Salut Isabelle. Bonnes vacances. Merci, bonnes vacances. Merci je vous laisse à pour tous. couper des fruits de mes entrailles. qui sont en très bas âge. Donc voilà, les vins et les dîners vont arriver. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Au revoir à tout le monde.